Le vent d'été soulevait la poussière sur la route menant à la petite ville de Rose Creek. L'herbe sèche crissait sous les sabots, et la queue d'un cheval balayait l'air paresseusement. Le jour déclinait, le ciel était brûlé à blanc, et même les oiseaux se cachaient à l'ombre. Un cavalier apparut à l'horizon, un homme de haute taille, vêtu d'une chemise délavée, un revolver à la hanche et le regard méfiant. Il s'appelait Colton McRae. Il était né et avait grandi dans cette région, avait parcouru des centaines de kilomètres à travers les prairies et savait une chose. Lorsqu'un homme seul apparaissait à l'horizon, c'était toujours un signe de malheur, ou le début d'une histoire. Colton approchait de la quarantaine, mais l'âge n'avait pas entamé sa force. Des épaules larges, un visage buriné par les intempéries, des cheveux châtains coupés courts, une barbe de quelques jours. Ses yeux avaient donc la couleur de l'acier et une lueur de méfiance forgée par des années d'errance et d'affrontement. Et il souriait rarement, et quand il le faisait, ce n'était que du coin des lèvres. Sa mâchoire était bien dessinée, et une cicatrice au-dessus de son sourcil gauche rappelait une blessure au couteau dont il ne parlait jamais. Ses mains étaient calleuses, aussi rudes que la terre qu'il avait labourée. Il portait un chapeau à large bord, des bottes usées, et sentait le cuir, la sueur et le tabac. Sa vie était simple, comme charger une Winchester. Il était de la trempe des hommes qui vivent entre une route poussiéreuse et une île étoile solitaire. Il plissa les yeux en réalisant qu'il s'agissait d'une cavalière. Sa silhouette était élancée, sa posture droite, mais pas à la manière des gens de la ville. Ses vêtements n'étaient ni une robe ni un gilet de cow-boy, mais quelque chose cousu dans une peau de dame souple, ornée de perles, de plumes et de broderies faites à la main. Ses cheveux étaient relevés en un chignon haut, et son cou était paré d'un collier d'os et de pierres. Elle ne ressemblait pas à une pionnière, mais plutôt à une fille de la tribu des Cheyennes. Ses mouvements étaient lents, empreints d'une force intérieure, comme si elle ne faisait pas que chevaucher, mais retournait là où elle avait laissé une partie d'elle-même. Liana était jeune, pas plus de vie un temps. Sa peau était claire, mais hâlée par le soleil des prairies. Ses cheveux, d'un châtain foncé au reflet roux, étaient épais et lourds. Son visage était fin, avec des pommettes hautes, et son regard direct semblait en savoir plus qu'on ne l'aurait souhaité. Ses yeux, couleur noisette, avaient les manières d'une louve, prudent mais fier. Elle était un mélange de douceur et de résilience, quelque chose de sauvage, mais pas dans un sens péjoratif. Elle mit pied à terre et balaya la rue du regard, un saloon délabré, une boutique fermée, la fenêtre poussiéreuse de la forge. Quelques hommes près du puits se turent, la dévisageant. Des femmes en fichu s'écartèrent. Les enfants la fixaient, les yeux écarquillés. À Rose Creek, on ne voyait pas souvent de jeunes femmes indiennes, et certainement pas de celles qui entraient en ville à cheval, comme si tout leur appartenait. Sa monture, une jument noire et lisse avec une tache blanche sur le front, se tenait docilement à ses côtés. Même l'animal était particulier, aussi calme qu'elle. « Qui est-ce » marmonna Colton pour lui-même, pressant son chapeau contre le vent. Il ne la quittait pas des yeux. Il n'aimait pas les Indiens. Pas depuis que la tribu des Apaches avait incendié le ranch de son frère. Il était jeune alors, mais il se souvenait de tout avec une clarté effrayante. Les cris, la fumée, les yeux vides de la femme de son frère. Depuis, une chose qu'il n'aimait pas admettre s'était installée dans son âme, la haine. Et lorsqu'il voyait les plumes dans les cheveux de la jeune femme, sa main se posait instinctivement sur la crosse de son colt. Sa raison lui disait d'être prudent, mais son cœur restait silencieux. « Qui es-tu » demanda-t-il à voix basse, saisissant les rênes de son cheval. Elle ne tressaillit pas, ne recula pas. Elle se tenait droite, comme un érable robuste sur une colline. De son corps émanait un léger parfum d'herbes sèches et de fumée, l'odeur de la forêt, des feux de camp,
de quelque chose de très éloigné de ces lieux. « Je m'appelle Liana », dit-elle calmement. Sa voix était grave, avec un accent inhabituel. « J'ai grandi chez les Cheyennes, mais je suis d'ici. »« D'ici » répéta-t-il, incrédule. « De Rose Creek ?» Elle hocha la tête. « J'ai disparu il y a 15 ans. Je n'avais que 5 ans. » Colton fronça les sourcils. Il était adolescent cet hiver-là, lorsque la fille du pharmacien, une fillette blonde nommée Liana Birch, avait disparu. On l'avait cherchée pendant des semaines, mais on n'avait retrouvé qu'un lambeau de sa robe au bord de la rivière. On avait conclu qu'elle avait été emportée par le courant, attaquée par des loups, n'importe quoi pourvu que ce ne soit pas l'espoir. La ville avait pleuré, puis, avec le temps, avait oublié, et maintenant, elle était là. Vêtue à l'indienne, le dos droit, et avec une assurance qu'on voyait rarement chez ceux qui avaient grandi parmi les Blancs. Il recula d'un pas. « Tu veux que je croie ça ?»« Je ne suis pas venue pour ça, dit-elle. Je suis venue pour mon père. » « Est-il encore en vie ?» Colton ne répondit pas tout de suite. Puis il hocha lentement la tête. « Il est en vie. Le pharmacien est toujours au même endroit. » Seulement, il hésita, pesant ses mots. « Il vaudrait mieux qu'il ne te voie pas comme ça. »« Comme ça ?» Elle haussa légèrement un sourcil. Son visage ne trahissait ni offense ni surprise. Juste du calme. Il ne survivrait pas à une deuxième disparition. « Tu lui briserais le cœur à nouveau. »« Je ne disparais pas, dit-elle. Je reviens. Ce sont deux choses différentes. » Colton serra la mâchoire. Il ne savait pas ce qui le mettait le plus en colère. Son assurance, sa tenue, ou la tranquillité avec laquelle elle parlait. Comme si ces 15 années de silence n'avaient jamais existé. Il sentait qu'il y avait autre chose en elle. Pas seulement les plumes et les colliers, pas seulement ce regard qui semblait avoir vécu plus longtemps que son âge. Quelque chose qu'il ne comprenait pas, et donc, en quoi il n'avait pas confiance. Mais il ne pouvait détacher son regard. Et pour une raison inconnue, il ne lâchait pas les rênes. Les secondes s'étiraient comme de la cire fondue. Le silence entre eux semblait aussi dense que le brouillard matinal dans la vallée. Au loin, quelqu'un laissa tomber un seau. Un oiseau s'envola d'un toit. Mais il restait là, immobile, étranger, familier, dangereux l'un pour l'autre. Et déjà lié par quelque chose qu'il ne pouvait encore nommer. Pendant ce temps, le soleil déclinait vers l'horizon. Le jour touchait à sa fin. Mais l'histoire ne faisait que commencer. La vieille maison du pharmacien se dressait au même endroit, entre l'église et la poste, sous un soleil de plomb, aussi délavé qu'une vieille photographie. Le balcon étroit, les volets écaillés, la porte avec une plaque Birch & Co. Presque rien n'avait changé. Seul l'arbre au coin de la cour avait épaissi. Et la poignée en fer forgé de la porte semblait polie par le temps et les mains. Mais pour Liana, tout était nouveau. Elle ne se souvenait ni de ce seuil, ni de cette véranda, ni de l'odeur de lavande qui flottait depuis la fenêtre. Seulement une sensation. Quelque chose de chaud et de lointain, comme l'ombre d'un rêve resté dans son cœur, mais pas dans sa tête. Colton chevauchait à ses côtés, en silence. Il ne voulait pas faire partie de cette scène, mais il ne pouvait la laisser seule. Quelque chose le troublait. Était-ce de la protection, de la méfiance ou simplement de l'entêtement? Il ne la croyait toujours pas. Et pourtant, il ne voulait pas qu'elle se tienne seule devant cette porte. Il y avait là une sorte d'injustice qu'il ne parvenait pas à s'expliquer. Tout se battait en lui, la fatigue, le passé, ses propres peurs et un vague sentiment de culpabilité, comme s'il était que la dernière personne à pouvoir la juger. Liana s'arrêta au pied des marches. Elle monta lentement, comme si elle pesait chaque pas, comme si ses jambes refusaient de la porter vers un monde dont elle avait été arrachée. Sa main tremblait légèrement en touchant la rampe. La porte était entr'ouverte, et le grincement des gonds résonna plus fort qu'il n'aurait dû. Elle la poussa, avec hésitation,
comme si elle entrait dans un rêve, ou dans la mémoire de quelqu'un d'autre. À l'intérieur, cela sentait la menthe, le vieux bois et quelque chose de sucré, peut-être des pommes séchées ou du sirop. Tout était en ordre, des flacons sur les étagères, des livres fermés par des lanières de cuir, une chaise usée près du comptoir. Des vitraux projetaient des ombres colorées sur le sol. L'horloge murale battait à la mesure, comme si elle ne comptait pas le temps, mais la distance entre le passé et le présent. Un homme était assis à une table, le dos voûté, les cheveux gris, vêtu d'un gilet et d'une chemise blanche. Il écrivait sans lever la tête, sans entendre ses pas. Liana ne dit rien. Elle fit seulement un pas en avant. Le plancher grinça légèrement sous son poids. Sa respiration s'accéléra, mais elle ne se laissa pas vaciller. Il remarqua le mouvement, leva les yeux et se figea. Un long, terrible, insoutenable silence. « Papa » dit-elle. Sa main se mit à trembler. Ses lunettes glissèrent sur le bout de son nez. Il se leva, repoussant sa chaise, s'approcha d'un pas, puis d'un autre. Il la regardait comme s'il cherchait une supercherie. Nia. Son visage portait les marques des années, le chagrin, les doutes, un espoir qu'il avait enterré tant de fois qu'il craignait maintenant de le ressusciter. Il ouvrit la bouche, la referma. Ses épaules se mirent à trembler. Liana, sa voix faillit se briser. Elle hocha la tête, le regardant droit dans les yeux. Et c'est seulement à ce moment-là qu'une lueur enfantine apparut dans ses pupilles, quelque chose dont il se souvenait. Il tendit la main comme pour la toucher, mais n'osa pas. Il secoua simplement la tête, comme un homme face à un miracle, n'osant y croire. « Tu es vivante ?» Elle hocha de nouveau la tête. Des larmes emplissaient les yeux, mais elle ne pleurait pas. Ses lèvres tremblèrent légèrement. « On m'a retrouvée, papa. » Il s'affaissa sur le sol, le souffle coupé. Colton fit un pas en avant, mais Liana le devança, s'agenouillant à ses côtés. Elle posa sa main sur celle de son père, celle-là même qui, dans son enfance, la tenait sur la place du marché, lui apprenait à cueillir des marguerites pour sa boîte de pharmacien. Dans ce contact, il y avait tout, la vérité, la douleur, les années perdues, et quelque chose d'autre, un pont entre deux mondes. « Je suis revenue, » dit-elle doucement, « pour de bon. » Colton se tenait près de la porte, telle une ombre. Il n'intervenait pas. Il se contentait de regarder. Son cœur battait régulièrement, mais quelque chose bougeait en lui, une sensation étrange. Il voyait les mains du pharmacien trembler, ses lèvres murmuraient quelque chose. Et il y avait là une intimité insoutenable. Il n'avait pas sa place ici. Et pourtant, il ne pouvait pas partir. Comme si quelque chose le retenait. Il voyait aussi ce que Liana ne remarquait pas. Comment les voisins commençaient à se rassembler sur le seuil. Comment certains chuchotaient. Comment une femme avec une cruche, la posant à terre, fit le signe de croix. Comment deux jeunes hommes échangèrent un regard, et l'un dit « C'est elle, celle qui était avec les Indiens. Elle est revenue, alors. » Certains se contentèrent de regarder. D'autres chuchotaient. Quelqu'un s'éloignait déjà en secouant la tête. Un vieil homme qui vivait à la lisière de la ville plissa les yeux pour mieux voir, puis se détourna. Il connaissait cette famille, et il savait que le temps ne guérit pas toutes les blessures. Et Colton comprit, cette ville ne l'accepterait pas tout de suite, peut-être même jamais, parce que les gens qui ont perdu quelque chose ne sont pas toujours prêts à le retrouver, parce qu'il est plus facile de vivre avec le passé qu'avec ce qui en revient. Il sortit dans la rue et alluma une cigarette. La journée était chaude, mais à l'ombre du porche de la pharmacie, tout semblait plus calme. Il savait que tout ne faisait que commencer. Ce n'était pas seulement une fillette qui était revenue, c'était un mystère, et peut-être aussi le malheur. Et lui, bon sang, il était déjà impliqué, et pas seulement comme témoin, bien plus profondément qu'il ne l'aurait voulu. Dès le matin, une chaleur étouffante s'abattit sur la ville.
L'air était immobile, comme l'osiau d'un étang, et seuls les grincements occasionnels des chariots et les aboiements des chiens rappelaient que la vie à Rose Creek continuait. La poussière flottait dans l'air tel un voile invisible, et même les oiseaux se taisaient dans les arbres. Liana se tenait à la fenêtre de l'ancienne chambre de la pharmacie, observant la rue. Ses cheveux étaient dénoués, et quelques mèches collaient à son cou à cause de la chaleur. Elle portait une simple chemise de sa défunte mère, un peu grande, mais qui sentait encore les herbes sèches. Elle passait lentement son doigt sur le cadre en bois de la fenêtre, écoutant le son à peine perceptible de la vie au-delà de la maison. Son père dormait. Le choc de la veille l'avait terrassé, comme une tempête abat un arbre fragile. Il s'était endormi en lui tenant la main, et même dans son sommeil, ses lèvres bougeaient, comme pour répéter son nom. Liana s'était penchée sur lui pendant la nuit, essayant de mémoriser chaque trait de son visage qu'elle avait connu autrefois et qu'elle redécouvrait maintenant. Dans ses rides, il y avait les années. Dans sa respiration, la fatigue. Mais il était vivant, et il l'avait accepté. Liana n'avait presque pas dormi de la nuit. Elle était restée assise au pied de son lit, écoutant le craquement des planches, le tic-tac de la vieille horloge dans la cuisine, le bruissement du vent dans les volets, des bribes de souvenirs, des visages, des feux, de camps, des chants étrangers, et des mots familiers tourbillonnaient dans sa tête. Elle ne savait pas comment les autres l'accueilleraient. Elle savait seulement que son père était le seul à ne pas l'avoir repoussée. C'était peu. Mais c'était assez pour rester. Ce matin-là, Colton était déjà à l'écurie. Il ne se permettait jamais de rester longtemps inactif, surtout quand les pensées affluaient, et elles affluaient. Il vérifiait les harnais, lavait un seau, pestait contre les talons qui ruaient encore, nettoyait la poussière des fers, triait les sacs d'avoine, et faisait tout cela avec sa colère habituelle. Mais il ne pouvait oublier. Il ne pouvait chasser de son esprit le visage de cette jeune femme venue du passé, qui avait brisé l'ordre établi. Il se souvenait de Liana se tenant sur le seuil, de la façon dont elle se tenait droite, même quand la douleur se lisait dans ses yeux, et de la facilité, presque silencieuse, avec laquelle elle y était entrée dans la maison, comme si elle y avait toujours appartenu. Elle n'avait pas demandé, pas supplié, elle était simplement là. Et c'était précisément cela qui l'empêchait de dormir tranquillement. Sa présence semblait défier les convictions avec lesquelles il avait vécu toute sa vie. Il ne voulait pas y penser. Il ne voulait pas sentir quelque chose remuer dans sa poitrine chaque fois qu'il se souvenait d'elle. Trop tôt, se dit-il. Trop étrangère, trop différente. Et pourtant trop réelle. Mais cela non plus n'aidait pas. Les pensées revenaient, trop vives, trop chaleureuses. Pendant ce temps, en ville, les rumeurs s'étaient déjà propagées. Les gens parlaient. Près de la boucherie, des hommes débattaient pour savoir si elle était bien la vraie. Près de la poste, une femme dit à voix basse que les Indiens ne laissaient pas partir les leurs si facilement. Au saloon, quelqu'un affirma qu'il voyait en elle une espionne. À l'église, on chuchotait qu'elle était une malédiction. Dans ces petites villes, les mots voyagent vite. Et la vérité, lentement. Surtout quand la vérité porte des plumes et parle avec un accent. Liana sortit de la maison vers midi. Elle avait jeté un léger châle sur ses épaules et se dirigea vers le puits. Elle avait simplement besoin de marcher, de respirer, de se rappeler qu'elle avait le droit d'être là. Ses pas étaient assurés, mais à l'intérieur, tout tremblait. Elle sentait les regards sur elle, comme des flèches. Et pourtant, elle marchait. Les femmes près de l'épicerie se turent en la voyant. Un petit garçon laissa tomber sa pomme, sans la quitter des yeux. Un vieil homme lui fit un signe de tête, et dans son regard, il y avait quelque chose qui ressemblait à du respect. Mais c'était un cas isolé. Pour le reste, il n'y avait que silence et méfiance.
Colton apparut au coin de la rue, alors qu'elle remplissait déjà sa cruche. Elle ne se retourna pas, elle sentait sa présence, comme on sent le vent avant l'orage. « Tu as décidé de faire une promenade ?» demanda-t-il à voix basse. « Je respire, » répondit-elle, « et je ne me cache pas. » Il s'adossa à la barrière. Pendant quelques secondes, il la regarda, ses mains maniant habilement le poids de la cruche, le soleil se reflétant dans ses cheveux. La ville n'est pas prête. Ils ont peur de ce qu'ils ne peuvent-ils pas comprendre. Je sais, mais si je disparais à nouveau, la peur ne s'en ira pas. Je ne veux pas être un fantôme. Colton la regarda. Il n'y avait pas que de la détermination en elle. Il y avait une force étrange et silencieuse qui n'avait pas besoin de crier. Il se souvint d'avoir vu un jour dans la prairie une jeune louve se tenir entre un chasseur et ses petits, en silence, sans menace, mais avec une telle assurance qu'il avait alors baissé son fusil. « Tu n'es pas obligé d'être seul, » dit-il. Elle le regarda. Il n'y avait pas d'attente dans ses yeux, mais de l'intérêt. « J'ai toujours été seul, même dans la tribu. J'ai toujours su que je n'appartenais entièrement ni à eux, ni à vous. Mais peut-être que je m'appartiens à moi-même. Et c'est un début. » Il ne trouva rien à répondre. Sa main se crispa sur la planche de la barrière, et dans sa poitrine, quelque chose d'étrange et d'agité le pinça de nouveau. Liana souleva sa cruche et s'en alla, le laissant sous le soleil. Colton la suivit du regard, et ce n'est que lorsqu'elle disparut au coin de la rue qu'il réalisa qu'un vide s'était installé dans sa poitrine. Un vide trop grand pour être ignoré. Ils se revirent 2 jours plus tard, par hasard. Comme cela arrive souvent dans les petites villes où il n'y a qu'une seule rue, un seul saloon, et où tous les chemins mènent aux mêmes endroits. Ici, les gens n'ont pas besoin d'horaire. Tout se passe quand cela doit se passer. Colton sortait de la forge, où il avait changé des fers et s'était disputé avec le forgeron à propos d'un clou tordu, quand il aperçut Liana devant la boutique. Elle tenait un sac de grains et parlait au boutiquier. Mais la conversation ne se déroulait manifestement pas comme il se doit. L'homme hochait la tête, mais son regard glissait, non pas sur son visage, mais sur ses vêtements, sur les plumes à son poignet, sur les perles, sur la ceinture tissée de motifs tribaux. Dans ses yeux, il n'y avait ni curiosité ni gêne, seulement de la peur, de la méfiance et une aversion bien ancrée. Colton fronça les sourcils. Il connaissait ce regard. Il l'avait vu dans l'armée, à la frontière, dans les yeux des hommes qui cachaient une arme dans leur dos et des femmes qui tenaient leurs enfants à distance. Il s'approcha, sa voix rauque et brève. « Un problème ?» Le boutiquier sursauta, tournant son regard vers Colton. « Non, je lui demandais juste de quel côté des collines elle venait. »« Et maintenant, tu le sais, » dit Colton sans élever la voix. « Vends-lui sa marchandise et passe à autre chose. » Sa voix n'appelait aucune réplique. Le boutiquier détourna les yeux et pesa le grain en silence. Liana prit le sac sans un mot. Ils sortirent sans se presser. Elle ne le remercia pas. Et il n'attendait pas de remerciements. Elle n'aimait pas qu'on la défende sans qu'elle l'ait demandé. Mais, contre toute attente, elle ne partit pas tout de suite. « Tu n'aurais pas dû intervenir, » dit-elle doucement, sans le regarder, le regard fixé sur la route. « Je sais, mais si je n'étais pas intervenu, il aurait commencé à dire des horreurs. Je connais ce genre de type. Les mots sont comme des pierres. Ils volent si on n'arrête pas la main ensemble. »« J'en connais aussi, » soupira-t-elle. « Dans la prairie et ici, chaque endroit a ses propres masques, mais les yeux sont les mêmes. » Ils marchèrent le long de la rue, sans s'être concertés. Ils marchèrent simplement, comme le font ceux pour qui il est plus facile de marcher ensemble que seuls, côte à côte, dans un silence qui n'était pas pesant, mais qui semblait les soutenir. Vers le soir, ils se retrouvèrent à la lisière de la ville, là où les clôtures en bois prenaient fin, et où commençaient les champs envahis de mauvaises herbes et d'épices dorées. Ici, le bruit de la rue s'apaisait,
et le vent devenait plus libre. Liana s'arrêta près d'un vieil arbre au tronc tordu, posant sa paume sur l'écorce chauffée par le soleil. « Je me souviens de cet arbre, dit-elle, comme pour elle-même. Il était plus grand, ou j'étais plus petite. Ma mère et moi passions par ici quand nous allions cueillir des herbes. Tu étais probablement plus petite, » sourit Colton pour la première fois depuis longtemps. Sa voix s'adoucit, comme s'il était lui-même surpris de sa propre chaleur. Elle sourit aussi, discrètement, sincèrement. Et dans ce sourire, il y avait quelque chose d'enfantin, qui persistait en elle malgré tout. Il s'assit dans l'herbe, étirant ses jambes fatiguées, et posa son chapeau à côté de lui. Liana s'accroupit, puis s'agenouilla. Elle regardait au loin, là où la ligne d'horizon se dissolvait dans une brume poussiéreuse. Le soleil y était rougeâtre, comme des braises incandescentes dans un feu. « Tu sais qu'ils ne me laisseront pas tranquille, » dit-elle doucement. « Ces gens, leurs regards. Je sais. Mais tu es plus forte qu'ils ne le pensent, et pas à cause des plumes, à cause de la façon dont tu te tais quand les autres crient. Toi, que penses-tu de moi ?» Ils se tuent. L'herbe bruissait légèrement sous leur corps. Puis il leva les yeux, et il y avait quelque chose de différent dans son regard, ni rude, ni piquant. « Je pense que tu es un rappel que nous vivons tous les yeux fermés. Et puis quelqu'un arrive et nous force à les ouvrir. Et même si nous ne voulons pas regarder, il est déjà trop tard pour se détourner. » Elle hocha lentement la tête. Le vent caressa ses cheveux. Une mèche toucha sa main, et il ne la retira pas. Il se contenta de regarder. Encore quelques minutes. « Merci, » dit-elle enfin. « Pourquoi ?» Pour ne pas avoir eu peur. Il secoua la tête. « J'ai eu peur. Je suis juste resté. » Le soleil se couchait. Ils étaient assis sous l'arbre. Deux personnes que tout séparait. Le sang, l'éducation, le passé, les attentes. Sauf une chose, le silence. La terre sous leurs pieds et un sentiment qui n'avait pas encore trouvé de mots, mais qui vivait déjà entre eux. Profond, comme les racines de l'arbre sous lequel ils étaient assis, et qui se renforçait tout aussi discrètement. Et pour la première fois depuis longtemps, Colton n'avait pas envie de retourner en ville, et peut-être elle non plus. La nuit précédant la foire, la ville ne dormait pas. Les lanternes aux poteaux se balançaient au gré d'un léger vent. Une odeur de maïs grillé et de fumée flottait dans l'air. Et une tension était palpable, non pas joyeuse, mais expectante. Le ciel était voilé d'une brume, comme s'il pressentait lui-même que le matin apporterait non seulement du commerce et de la musique, mais aussi quelque chose de plus important. Liana se tenait à la fenêtre, observant la rue où s'entassaient les étals, les chariots, où les femmes accrochaient des rubans et les hommes tendaient des cordes pour les fanions. Elle entendait que les rires des enfants, les aboiements des chiens, et comprenait clairement que la fête ne serait pas pour elle. Dans ce bruit et cette agitation, il n'y avait pas de place pour elle. Plus d'une semaine s'était écoulée depuis ce jour sous l'arbre. Colton venait presque tous les soirs. Parfois, il restait simplement silencieux sur la véranda. Parfois, il lui apportait des livres, des journaux, du pain, une fois un foulard brodé qu'il avait acheté à une veuve du coin. Il ne l'invitait pas à se promener. Elle ne l'invitait pas à entrer. Mais chacune de leurs conversations devenait un peu plus longue et un peu plus silencieuse, comme s'il craignait d'effaroucher ce qui, entre eux, n'était plus vide. Les pauses n'étaient plus gênantes. Elles devenaient un espace où la compréhension grandissait. Elle lui parlait de son enfance, pas tout à fait réelle, et des rêves qu'elle faisait à la frontière de deux langues. Il écoutait, vraiment. Pendant ce temps, en ville, la tension montait. Les rumeurs prenaient la forme de mots, les mots, la forme d'opinions, et les opinions de menaces. Sur la porte de la boutique, quelqu'un avait gravé au couteau « L'Indienne, dehors ».
Le fils aîné du pasteur avait dit à son père qu'il avait vu Liana brûler des herbes dans la cour et murmurer des choses de sauvage. Quelqu'un l'avait traitée de sorcière, quelqu'un d'autre, de malédiction. Même ceux qui, auparavant, se taisaient, la regardaient maintenant avec méfiance. On chuchotait aux enfants de ne pas s'approcher de la maison du pharmacien, et les femmes avaient commencé à se rassembler le soir près du puits pour discuter de l'anormalité, de survivre parmi les Indiens et de revenir en robe. Colton savait, il entendait, et il était en colère, contre la ville, contre leur peur, et contre lui-même, de ne pas savoir comment arranger les choses. Il croisait des regards pleins de condamnation en marchant dans la rue. Le vieux forgeron lui avait dit un jour à mi-voix : « Fais attention, Colt, les gens ne te pardonneront pas si tu prends son parti. » Mais il l'avait déjà pris, même s'il ne s'en rendait pas encore tout à fait compte. Le jour de la foire fut chaud. La poussière des roues montait jusqu'au ciel. Les étalons hennissaient. Les enfants criaient en jouant dans des sacs. Un violon jouait près du saloon. On chantait près d'un feu. Dans l'air flottait une odeur de haricots frits, de vin, de sueur de cheval et de bière renversée. La ville bouillonnait, non pas de joie, mais d'une excitation contenue, comme avant une tempête. Liana sortit vers le soir, sans plume, sans collier, dans une simple robe claire qu'une voisine lui avait offerte, en silence, laissée sur le porche, enveloppée dans un tissu sans un mot. Elle avait tressé ses cheveux en 2 nattes et passa devant le puits où tout avait commencé. Les gens s'écartaient, pas comme le premier jour, pas avec horreur, mais pas non plus avec acceptation. Certains détournaient les yeux, d'autres la regardaient avec anxiété, d'autres encore avec un dégoût non dissimulé. Elle marchait simplement, lentement, calmement. Chacun de ses pas était comme un défi, une déclaration : « J'ai le droit d'être ici ». Et c'est alors que quelqu'un jeta à ses pieds une botte d'herbe sèche, comme on le fait aux funérailles. Bruyamment, intentionnellement, pour que tout le monde voie. Tout s'arrêta. Même la musique sembla s'interrompre. L'air devint dense, comme figé. Liana ne se pencha pas. Elle regarda seulement droit vers celui qui avait fait ça, un jeune homme d'une 20aine d'années, au menton lourd, vêtu d'un gilet grossier, avec des yeux où brûlait sur le vide et une stupide détermination. « Retourne dans la forêt », lança-t-il. « On n'a pas besoin de toi ici. »« Non, » dit-elle doucement, mais clairement. « Je suis rentrée chez moi, et j'y resterai. » À ce moment, Colton s'avança, sortant de la foule, sans bruit, sans théâtralité. Il s'approcha simplement et se tint à ses côtés, pas entre elle et les autres, à ses côtés. Sa main ne la toucha pas, mais il était clair qu'il était avec elle. Il se tenait droit, assuré, et l'ombre de sa silhouette tombait sur le sol à côté de la sienne. « Quiconque la touche s'en prend à moi », dit-il d'une voix égale. Ni menace, ni supplique, juste la vérité. Le jeune homme voulut répliquer, mais le regard de Colton l'arrêta. Il y avait tout dans ce regard, l'expérience, la douleur, la détermination, et autre chose encore, ce que des années de perte font aux hommes, le sang-froid. Dans ce regard, il n'y avait pas de peur, seulement de la lassitude et de la préparation. La foule recula, pas immédiatement, mais comme d'elle-même, comme devant quelque chose qu'elle ne pouvait vaincre. Quelqu'un détourna le regard. Quelqu'un fit semblant d'examiner un chariot. Même le violon se remit à jouer, mais maladroitement, de manière hésitante. Liana se tenait à côté de lui, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentait pas seulement la peur, mais aussi la force, la sienne, pas celle d'un autre, pas une force empruntée, mais celle qui était née en elle, du silence, de la résilience, du choix d'avancer même quand toutes les routes sont fermées. Leurs regards se croisèrent. Ils ne souriaient pas, elle non plus. Mais dans ce regard, il y avait tout ce qu'il fallait.
La reconnaissance, le calme, la chaleur. La soirée se poursuivit. Certains riaient, certains mangeaient, certains faisaient comme si de rien n'était. Mais pour eux, ce jour était déjà devenu autre chose. Un commencement. Plus d'une semaine s'était écoulée depuis la foire. La ville semblait s'être calmée, en apparence. Les charrettes grinçaient toujours le matin, les verres tintaient au saloon, on chantait à l'église comme d'habitude. Mais sous ce bruit familier de la vie, couvait un autre silence, tendu, contenu. Liana le sentait en tout, dans la façon dont les conversations s'arrêtaient brusquement à son passage, dans la manière dont les femmes cessaient de lui rendre son salut, dans la façon dont les enfants, autrefois curieux, l'évitaient désormais. Les gens vivaient comme s'ils attendaient de quelque chose, et cette attente était plus angoissante qu'une hostilité ouverte. Dans ces endroits, la mémoire est tenace, mais la peur est plus forte. Colton venait plus souvent, il ne restait plus à la porte. Maintenant, il entrait dans la cuisine, se servait un café, s'asseyait sur le bord de la véranda et restait à ses côtés. Parfois, il lui apportait du lait ou une selle réparée. Parfois, le silence, un silence chaleureux, non pesant. Il s'asseyait côte à côte et regardait que le crépuscule s'installait dans les rues, les ombres s'allonger sur les planches, le soleil se dissoudre dans la poussière. Il parlait peu, mais les mots n'étaient même pas nécessaires. L'essentiel se passait entre les pauses. Parfois, Liana se surprenait à attendre le bruit de ses pas derrière la porte. Parfois, à compter les minutes avant son arrivée. Il semblait le sentir, et il ne se pressait jamais de partir. Elle commençait à lui faire confiance, prudemment, comme quelqu'un qui a trop souvent perdu pour donner à nouveau son cœur entièrement. Mais chaque jour, il devenait plus difficile de détourner le regard, plus difficile de ne pas tendre la main, plus difficile de ne pas croire qu'à ses côtés se trouvait quelqu'un qui la voyait vraiment, elle, et non le passé derrière son dos. Le père de Liana avait visiblement décliné pendant ce temps, peut-être à cause de la fatigue ou des pensées qu'il cachait derrière sa gentillesse. Il était heureux du retour de sa fille, c'était évident. Mais une anxiété vivait en lui. Il se sentait toujours responsable. Il s'asseyait de plus en plus souvent dans la cuisine, regardant par la fenêtre, sans remarquer que sa tasse était vide. Ses mains tremblaient, et son regard devenait vague. Il dormait mal. Une nuit, Liana l'entendit se lever et sortir dans la cour. Elle le suivit et le vit simplement debout, regardant le ciel, comme s'il y cherchait des réponses qui n'existaient pas sur terre. « Je ne pensais pas te revoir », murmura-t-il sans se retourner. « Maintenant, j'ai peur de te perdre à nouveau. Pas à cause de la mort, mais parce que tu vis parmi des étrangers. » Elle s'approcha en silence et lui passa les bras autour des épaules. Il ne pleurait pas, mais sa respiration était saccadée. Ses mains restèrent sur ses épaules, comme des racines essayant d'empêcher un vieil arbre de tomber. Cette nuit-là, Colton resta, pas dans la maison, mais sur le porche. Il était assis contre le mur, son chapeau sur les genoux, les yeux fermés. Liana le rejoignit à l'aube, doucement, prudemment, comme si elle craignait de briser la paix qu'ils avaient trouvée entre eux. Elle ne lui demanda pas pourquoi il n'était pas parti. Elle s'assit simplement à côté de lui. Il lui tendit une couverture. Elle s'enveloppa dedans. Ils restèrent longtemps silencieux, écoutant la ville se réveiller. Un coq chanta quelque part. Une porte claqua. Un chien aboya sourdement. « Si tu pouvais revenir en arrière, » demanda-t-elle doucement, « changerais-tu quelque chose ?» Il réfléchit. Longtemps, très longtemps. Il regarda la lumière se poser sur son profil. Ses cils frémirent légèrement dans la brise matinale. J'aurais probablement eu moins peur, moins de colère. J'aurais écouté davantage, surtout moi-même. Elle hocha la tête. J'aurais moins gardé le silence, répondit-elle. Je me serais moins caché. Je serais resté davantage, au moins dans mon propre cœur.
Ils restèrent ainsi jusqu'à l'aube, côte à côte, sans se toucher, mais sans s'éloigner. Entre eux, il y avait quelque chose qui n'avait plus besoin de preuves. Le matin, alors que le soleil se levait sur les toits, une nouvelle parvint à la ville. Un colon avait vu de la fumée, loin, près des collines. Au nord des notes, des cavaliers étaient de nouveau apparus. Certains disaient que c'étaient des Cheyennes, d'autres des chasseurs, d'autres encore des voleurs. Mais la nouvelle se répandit rapidement. Et avec elle, la peur. Elle rampait dans les rues, comme un serpent, invisible mais palpable. Les gens recommencèrent à chuchoter, à regarder de nouveau vers la maison du pharmacien. Et de nouveau, non pas avec curiosité, mais avec anxiété. Ils n'avaient même pas besoin d'un prétexte, seulement d'un pressentiment. La ville n'avait pas oublié et n'avait pas pardonné. Même la présence silencieuse de Liana était pour eux un rappel de quelque chose de dangereux. Colton le savait, et Liana aussi. Elle sentait l'air de la ville redevenir lourd, comme si un ciel bas et oppressant pesait sur elle. « Tu dois partir », lui dit-il lorsqu'ils se retrouvèrent seuls. Sa voix était calme, mais ses yeux brûlaient. « Tant que tout n'a pas éclaté. »« Je ne fuis pas, » répondit-elle. « Ce n'est pas de la lâcheté, c'est une question de temps. Parfois, il faut s'éloigner pour être entendu. » Elle le regarda longuement dans les yeux, et soudain elle comprit. Il ne demandait pas, il proposait. Son choix, sa foi en elle et en eux. « Et toi ?» demanda-t-elle. Il sourit, pour la première fois, chaleureusement, sincèrement. « Je t'accompagne », ils partirent tôt le matin, sans rien dire à personne. Seul son père savait, et il avait hoché la tête. Non pas avec peur, avec compréhension. Colton sella lui-même les chevaux. Liana mit dans une sacoche quelques herbes, le foulard de sa mère, une lettre qu'elle n'avait jamais envoyée. Le chemin était long, mais il n'avait pas besoin de se presser. Ils chevauchaient en silence. Au-dessus d'eux, le ciel défilait. Le vent était doux. Derrière eux, ils laissaient une ville étrangère, agitée. Devant eux, des collines vides, l'herbe, l'espace, et la possibilité de tout recommencer. Non pas fuir, non pas oublier, mais choisir. Ensemble. Le temps en passa. Combien? Cela n'avait aucune importance. Les jours n'étaient plus comptés. Les semaines n'étaient plus notées. La vie se mit à couler différemment, doucement, à un rythme mesuré, comme un ruisseau emportant tout ce qui est inutile. L'anxiété quitta leur sang, comme si elle avait fondu, tel le givre sous le soleil. Et à sa place vint non pas le bonheur au sens habituel, mais le silence. Un silence où il n'y avait pas de solitude. Un silence qui rappelait que tout était à sa place. Le vent, le soleil et l'espace devinrent leurs compagnons quotidiens. Liana et Colton s'installèrent au pied d'un vieux plateau, où un ruisseau coupait la prairie en deux, comme une ligne entre le passé et ce qui était à venir. L'endroit était sauvage, loin des hommes, mais pas de la vie. Ils construisirent une maison. D'abord un abri de perches et de toiles de jute, puis des murs, solides, sentant la résine. Un foyer où le feu brûlait non pour la survie, mais pour la chaleur. Une porte qui ne grinçait pas et ne se fermait jamais à clé. Une fenêtre où les oiseaux venaient regarder le matin. Le soir, ils s'asseyaient sur le seuil. Ils regardaient le jour s'éteindre, les nuages flotter vers le couchant, la prairie devenir dorée et transparente. Ils parlaient peu, non par ennui ou par ressentiment silencieux, par plénitude. Car entre eux, il n'y avait plus besoin d'expliquer, tout était compris sans mots. Colton travaillait la terre, s'occupait des chevaux, réparait les clôtures, construisait une grange. Ses mains redevinrent rudes, mais ses mouvements avaient perdu leur ancienne brusquerie. Il semblait avoir retrouvé une version de lui-même qu'il n'avait jamais laissé exister. Liana cueillait des herbes, les faisait sécher, préparait des onguents, apprenant à elle-même et à Colton
à écouter la nature comme elle l'entendait. Elle savait quelle herbe faisait tomber la fièvre, laquelle apaisait, laquelle donnait des forces. Les gens du ranch voisin commencèrent à venir la voir, d'abord avec méfiance, puis avec respect. L'un amena une jument malade, un autre un enfant fiévreux. Elle ne refusait jamais. Ne demandez pas qui avait voté quoi lors de l'assemblée à Rose Creek. Son nom se mit à résonner différemment, sans chuchotement, sans peur. Simplement, Liana. Au printemps, lorsque la prairie était pleine d'odeurs, de couleurs et de lumière, un cavalier s'approcha de leur maison. Un chapeau poussiéreux, un cheval fatigué, le regard d'un homme qui ne se presse pas et qui a beaucoup vu. Il venait de Rose Creek. Il apporta une lettre. Liana la prit avec précaution, comme si elle pouvait la brûler. L'écriture était celle de son père. À l'intérieur, seulement quelques lignes. « Je suis en vie. Je pense souvent à toi. J'espère que tu as trouvé ta maison. Je n'ai plus peur. Ton papa. » Elle resta longtemps assise avec cette lettre entre les mains, jusqu'à ce que le soir fasse place à la nuit. Puis elle leva les yeux vers Colton. Il ne demanda rien. Il s'approcha simplement, s'assit à côté d'elle, lui passa un bras autour des épaules, et cela suffisait. Ils restèrent assis en silence, tandis que quelque part à l'horizon, un oiseau de nuit chantait. Maintenant, quand elle se souvenait de la ville, elle ne ressentait plus de douleur, ni de colère, ni le désir d'y retourner. Seulement une douce tristesse, comme pour quelque chose qui a été, mais qui ne définit plus qui elle est. Elle avait compris, le chemin vers soi n'est pas droit. Il se brise, il tourne, il mène à travers la solitude, le doute, la peur. Il ne se donne pas tout de suite, mais il ramène toujours à celui qui est prêt à marcher à vos côtés. Pas en vous tenant la main, mais à la même hauteur. Elle regarda la maison, la terre autour où de jeunes plants de lavande fleurissaient, l'homme qui fendait du bois près de la clôture, sans se presser, régulièrement, avec sa concentration habituelle. Le chat enroulé au soleil. Le ciel pur, haut, comme un cœur qui ne se cache plus, n'a plus peur, n'a plus honte d'être vivant. Et elle comprit, elle ne retournait plus nulle part, car elle était chez elle. Pas dans une maison de bois, mais dans celle qu'ils avaient construite avec la confiance, avec la mémoire, avec le choix, ensemble.